Ce programme vous est présenté par Sonatrach. Très chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'Écho, votre émission dédiée aux dossiers économiques. J+1 pour le sommet du GECF à Alger qui aura tenu toutes ses promesses, un conclave de 3 jours pour les pays exportateurs de gaz à l'issue desquels nous avons pris donc connaissance du document final ayant sanctionné les travaux de la réunion des chefs d'État et de gouvernement, la déclaration d'Alger, document cadre pour l'avenir du gaz chez ceux qui détiennent 70% des réserves et 40% de la production mondiale de l'énergie bleue qui gagne son pari donc et devient une ressource énergétique incontournable pour l'économie mondiale car ce sera indéniablement l'une des composantes du mix énergétique à l'horizon 2050, diront les experts. Il convient donc pour les pays exportateurs d'en imaginer la feuille de route idoine tant sur l'aspect économique et l'évolution du marché que sur l'aspect géopolitique. Et nous allons tenter donc ce soir d'en analyser les principales dispositions car comme chaque semaine, les pros de l'écho, vous le savez, s'emparent du dossier. Alors, mon plateau, ce soir, il est constitué d'éminents experts en économie et en énergie, à commencer par vous, Abdelrahman Hadef, expert international en économie, mais également en énergie. Bonsoir, merci d'être parmi nous encore une fois. Bonsoir et merci pour l'invitation. Très ravi. Zeki Güvercin, vous êtes président du patronat turc ITEF. Vous êtes en direct avec nous depuis Istanbul, en Turquie. Merci d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir donné un peu de votre temps. J'en prie, merci beaucoup. Et depuis Londres, où il pleut actuellement, Berdad Mendouche, expert international en énergie, est également avec nous. Merci à vous, Monsieur Mendouche, d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à vos invités. Merci infiniment. Avant de commencer ce débat, je vous propose d'écouter la déclaration du président algérien Abdelmejid Tebboune, président en exercice donc pour cette année du 7e GECF, lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement au sujet de la déclaration d'Alger. والجزائر التي تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة. وإذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار لتحديات في المجال الطاقوي، فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا. وقمتنا هذه مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات وتأسيس حوار استراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز لرسم المسار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة. نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة
وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية. وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين، وكل يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة هذه. C'était donc le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement du GECF tenue samedi 2 mars dernier. Nous écouterons dans un deuxième temps le secrétaire général du GECF, Mohamed Hamel, mais j'aimerais d'abord commencer notre débat avec un petit tour de table avec vous. Pour commencer, Abdelrahman Hadef, qu'avez-vous pensé de ce 7e sommet du GECF qui aura tenu toutes ces promesses? C'est les experts qui le disent avant tout. Tout à fait. Écoutez, déjà, ce sommet s'organise dans un contexte assez particulier que connaît le monde et surtout les évolutions géopolitiques et géoéconomiques, sans oublier les évolutions dans le domaine énergétique. Et là, aujourd'hui, je pense que la tenue de ce sommet à Alger peut être considérée comme une étape historique dans la reconfiguration de la carte énergétique mondiale et aussi du rôle du GECF dans la prise des décisions dans l'avenir. Je pense que déjà cette déclaration d'Alger, elle est vraiment porteuse de beaucoup d'éléments très très importants d'ordre stratégique, d'ordre politique, mais aussi d'ordre technique. Et là, je pense que, comme vous l'avez bien dit, ce sommet a tenu toutes ses promesses et aujourd'hui, le GECF prend un rôle quand même assez stratégique et je pense que pour les années à venir, c'est une organisation avec laquelle nous devons compter pour les décisions qui vont aller dans le sens des principaux enjeux aujourd'hui qui sont la sécurité énergétique, mais aussi la transition énergétique qui est parfaitement liée aux défis climatiques. Très bien, je me permets juste de vous reprendre sur le fait qu'il s'agit pour l'instant d'un forum et non pas d'une organisation. Voilà, pour le moment, elle sera peut-être amenée à évoluer. Berdad Mendouche, est-ce que, de par l'histoire du GECF, c'est-à-dire depuis 2001, l'on a connu un tel engouement pour un sommet des chefs d'État des pays exportateurs de gaz, d'après vous? Bien, je rappelle que ce sommet, c'est la 7e session. Donc, oui. Il y a eu déjà 6 sessions en Iran, à Moscou, au niveau de Santa Cruz, au niveau de Doha, de Voie, au Qatar. Et Malabo aussi. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on a constaté, comme a dit votre invité économiste, effectivement, la particularité du 7e sommet d'Alger, ça se tient dans des conditions géostratégiques et politiques particulières, notamment à la suite de la guerre Russie-Ukraine connue par tous, qui a complètement remis à plat le marché mondial du gaz. Donc, ce que l'on constate au niveau de la déclaration d'Alger, elle a été enrichie de manière remarquable, avec beaucoup de valeur ajoutée dans le texte. Et s'il y a une réaffirmation classique des missions du GECF, à savoir le droit souverain de disposer de la ressource gazière comme propriété aux ressources des peuples, la nécessité de stabiliser le marché gazier en volume et en prix, la volonté de GECF d'être une organisation internationale crédible et partenaire avec les pays consommateurs, la part du gaz également dans le mix énergétique futur et d'autres points importants. Moi, je souhaiterais souligner la valeur ajoutée qui a été principalement incluse comme nouveauté dans la déclaration d'Alger,
Et donc, elle concerne plusieurs points, notamment le gaz comme matière première pour l'industrie pétrochimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, etc. Ce n'est pas uniquement une source d'énergie, mais c'est également une source de matière première pour l'industrie pétrochimique qui, dans le monde, se développe de plus en plus. Ça, c'est une valeur ajoutée de la déclaration d'Alger. Par ailleurs, la déclaration d'Alger a mis l'accent sur l'importance des contrats moyen terme et long terme qui vont dans le sens des intérêts des pays du GECF. Et également, il y a eu un accent qui a été mis sur une vision collective entre les exportateurs qui sont les GECF et les pays consommateurs pour partager les risques et les avantages, notamment les risques et les défis. Il y a un point qui a été cité dans un paragraphe de la déclaration, compte tenu de ce qu'on sait au niveau des deux actions, incidents ou accidents de le Nord Stream 1, Nord Stream 2 de la Russie, notamment les frappes qu'il y a en mer Rouge qui obligent les bateaux à dévier, donc à avoir un temps plus long de transport, donc un coût plus long. Le soutien également, l'autre point, des pays membres du GECF contre la précarité énergétique, notamment. Il faut savoir qu'il y a des pays africains qui ont un taux de pénétration de gaz naturel, enfin un gaz de ville comme on l'appelle, ou d'électricité fabriquée à partir du gaz qui est très faible. Dans beaucoup de pays africains, les gens continuent à avoir de la lumière à travers des bougies ou à se chauffer avec du bois. L'on avance le chiffre de 600 millions de personnes qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Très bien, pour le chiffre, je ne l'avais pas en tête, mais merci pour avoir ce chiffre. Il y a également un plus, l'accent a été mis également dans cette déclaration et dans cette 7e session du sommet, sur la croissance économique, le progrès social, la protection de l'environnement, qui sont, à mon sens, trois piliers complémentaires et indissociables. Il y a également la question qui a été mise aussi, qu'on va le rajouter, c'est la volatilité des volumes et des prix. On a constaté, suite à la guerre Russie-Ukraine, durant l'été 2022, le prix du gaz a atteint un pic ou un record de $300 le mégawattheure. Ensuite, ça a été descendu autour de 30 à 25. Ensuite, il y a une demande plus ou moins aussi volatile. Là, le GECF a mis un paragraphe là-dessus, donc au niveau de la déclaration d'Alger, pour avoir une stabilité en matière de la demande et également une stabilité en matière de prix qui est bénéfique aussi bien pour les pays producteurs-exportateurs que pour les pays consommateurs. Sachant qu'il y a eu aussi un autre aspect qui relève du cadre juridique, fiscal, qui a été aussi abordé et qui est une réponse aux différentes directives de l'Union européenne. Il y a une dizaine d'années ou un peu plus, l'Union européenne a pris une directive pour ces pays de les limiter à 35% d'approvisionnement de gaz pour chaque pays, pour ne pas avoir une dépendance au-delà. Mais également, il y a eu une directive de réduction de l'énergie du gaz et on a constaté que de l'été 2022 à l'été 2023, au niveau de l'Union européenne, il y a une diminution de 19% de la consommation de gaz. Ça représente à peu près 60 milliards de mètres cubes. Ceci ne permet pas d'avoir une visibilité pour les pays du GECF en matière de planification, de production, de transport, d'investissement dans la chaîne gazière. Très bien. Merci Berdad Mendouche pour tous ces détails en ce qui concerne également le contenu de la déclaration d'Alger. Zeki Güvercin, sommet du GECF, concerne bien sûr en premier lieu les pays membres de ce forum, mais également les pays qui sont consommateurs et donc importateurs du gaz naturel, à l'image par exemple de la Turquie, gros consommateur de GNL qui, j'imagine, a suivi de très près ce sommet. Oui, effectivement, merci à vous et je salue vos invités
même s'ils sont en milieu pluvieux actuellement, comme vous l'avez dit. Donc effectivement, le sommet est important. Vous avez précisé à juste titre que ce n'était pas comme l'OPEP, une organisation, mais bien un forum. Mais il faut savoir que, concernant la Turquie, il y a quelques données importantes à connaître, puisque vous avez placé le mot géopolitique sur votre premier titre, et je pense que c'est très important. La Turquie, c'est le pays de l'OCDE où la demande de gaz a le plus progressé durant ces 20 dernières années. Et après la Chine dans le monde, c'est le pays qui a été le plus demandeur de gaz durant la même période. En gros, si on parle de géopolitique, 60% des ressources de gaz se trouvent autour de la Turquie. Autour et pas dedans, malheureusement. Et il faut savoir également que sur ces 60%, et cette carte que vous venez de mettre est très importante, et la Turquie est dépendante à 74% de l'extérieur pour son énergie. Et donc, c'est un sujet très important. En fait, nous sommes, si vous voyez cette carte... Alors, c'est la carte qui montre un peu... en fait, c'est la carte de l'ensemble des gazoducs, des voies énergétiques, gazoducs notamment, qui passent par la Turquie. Donc, si on parle de géopolitique, les trois crises mondiales les plus importantes en termes d'énergie, que sont l'Ukraine au nord de la Turquie, l'Azerbaïdjan à l'est et la Palestine au sud, vous pouvez voir qu'on est vraiment tout à fait au centre de tous ces sujets-là. Et comme vous savez, dans ces trois pays, trois développements très importants ont eu lieu. Bon, l'Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et comme l'Algérie l'année dernière a été placée vraiment dans une position stratégique vis-à-vis notamment de l'Europe et de beaucoup d'autres pays, parce que l'approvisionnement, la sécurité de l'approvisionnement en énergie était au centre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'interconnexion énergétique entre l'Union européenne et la Turquie, entre l'Asie centrale, donc notamment l'Azerbaïdjan, les plus grands gisements gaziers de l'Est, et bien évidemment, comme vous savez, la Méditerranée orientale, qui depuis 2 ans est l'objet de toutes les convoitises. Il faut savoir que sur les 5 sites gaziers dans cette zone, notamment ceux qui sont au large de la Palestine, mais on parle de pays comme qui va depuis la Grèce jusqu'à Chypre et toute cette région. Et sur ces ressources, bon, on ne va pas donner des chiffres, mais on parle de plusieurs trillions de mètres cubes de gaz. Donc l'acheminement de ça... En offshore principalement. En offshore. Et la troisième crise qui est venue, bien évidemment, c'est l'agression israélienne sur la Palestine. Et là également, il y a un fait très important, c'est qu'Israël exporte son gaz via l'Égypte et la Jordanie, surtout via l'Égypte. Et avec l'agression israélienne sur Gaza, on a maintenant cet approvisionnement depuis un certain temps aussi qui n'est plus sécurisé. Donc on va avoir sur la géopolitique turque la question non seulement de la production, qui est une chose, mais aujourd'hui le plus gros sujet, c'est l'approvisionnement. Donc vous avez 2 manières d'approvisionner. Vous avez bien évidemment le gaz liquéfié. En ce qui concerne la Turquie et l'Algérie notamment, c'est le principal vecteur. Oui. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, le blocus, les blocages qui ont lieu, cet approvisionnement n'est pas sécurisé. Donc on est en train de revenir à l'ancien système des pipes, donc des fameuses lignes d'approvisionnement avec les pipelines. Et là, on trouve encore une fois la Turquie au centre du jeu, puisque notamment l'Europe, enfin, les grands centres industriels, on va dire, l'approvisionnement va se faire via la Turquie. Vous savez que nous avons 6 principales pipelines donc, qui passent à travers la Turquie. Et à travers ces pipelines, l'autre question qui est très importante, c'est celle du stockage. Donc la Turquie est 3e pour le stockage après l'Allemagne et l'Italie. Nous avons à peu près 18 trillions c'est des stockages qui sont assez énormes. Mais tout ça, c'est pour assurer en fait la sécurité, encore une fois, énergétique. Et pour finir sur la deuxième partie qui était des énergies renouvelables et donc
le changement qui doit avoir lieu au niveau des énergies, la Turquie est deuxième en Europe et cinquième dans le monde pour les énergies renouvelables, puisque nous avons à peu près, je crois, les derniers chiffres sont de 54% de notre énergie qui est constituée d'énergie renouvelable, donc un très gros effort qui a été fait par la Turquie pour développer les énergies renouvelables. Mais la grosse question en fait qui va arriver à partir de maintenant, puisque et justement le Forum d'Alger à juste titre a posé le doigt sur un sujet très important qui est celui des interventions extérieures. Et on voit ça en Méditerranée orientale. Si en Méditerranée orientale il y a un très gros problème, c'est parce que les grosses compagnies, notamment américaines, anglaises, françaises et italiennes, qui n'ont aucune frontière avec la région, interviennent de manière très vigoureuse sur cette région. Vous vous rappelez des incidents maritimes que la Turquie, les bateaux de guerre turcs ont eu avec la marine française, mais pas seulement, puisque Israël, Chypre, enfin la République grecque chypriote notamment, et les accords qui sont tombés à l'eau, mais qui avaient été signés par la Grèce, Israël, et notamment Chypre, montrent l'appétit dans cette région qu'il y a. Et c'est là où également l'importance de la Libye, et notamment pour les questions des eaux territoriales turques et pour le gaz est importante, puisque c'est grâce à cet accord que la Turquie et la Libye ont pu limiter justement le pouvoir de nuisance des puissances étrangères à la région. Mais il va falloir de toute manière que ce forum d'Alger et sa conclusion sur les embargos, sur les interventions extérieures et sur aussi l'importance du gaz pour le développement, puisque le gaz est un outil de développement, et si la problématique, on va dire occidentale, de dire nous sommes développés, mais nous avons maintenant des nouvelles règles qui font que vous ne devez plus utiliser telle ou telle énergie, bien évidemment, ça vise à freiner un développement qui n'est pas du tout de l'intérêt de nos pays, où ce développement énergétique et son usage, comme notre ami de Londres l'a dit, sur son usage dans l'industrie, est très important pour nos pays. Et c'est là où peut-être sur les futurs développements, notamment l'embargo sur la Russie, sur l'embargo que nous souhaitons sur Israël et sur l'Azerbaïdjan, où encore une fois l'Azerbaïdjan c'est un exemple flagrant où les arrière-pensées énergétiques... Azerbaïdjan qui est membre du GECF, je le rappelle. Absolument. Et l'Azerbaïdjan, je sais que le président azerbaïdjanais a fait une visite remarquée à Alger, qui n'a pas été du goût de tout le monde. Monsieur Aliyev. Et absolument, il a eu des propos assez intéressants, mais l'idée c'est que le gaz azéri, de la même manière, en fait, la fin de l'occupation arménienne sur les territoires azerbaïdjanais, notamment le corridor de Zengezur qui est très important pour la région, si on arrive à avoir une pipeline sur le corridor de Zengezur qui permettra justement de sécuriser le transfert du gaz de l'Azerbaïdjan. Et on a vu que justement les interventions extérieures, notamment le lobby arménien en France, mais pas seulement, si on arrive à avoir comme ce forum d'Alger les producteurs qui arrivent à maîtriser la région avec leurs interlocuteurs directs sans avoir ces interférences extérieures, nous pourrons avoir, et j'espère que ce forum se transformera effectivement en organisation, puisque l'OPEP, on a vu l'impact et l'importance de l'OPEP au niveau géopolitique, au niveau stratégique, et j'espère que sous le leadership de l'Algérie, ce forum se transformera en une organisation qui aura justement vocation à être partenaire du développement de toute cette région qui en a besoin, et qui développera des partenariats justement qui fera que tout le monde sera gagnant au niveau régional et bien sûr international. Très très bien, merci Zaki Güvercin pour ces précisions, notamment sur le volet géopolitique, et d'avoir rappelé que ces projets en matière de gaz sont parfois source de tensions dans certaines régions d'Asie mineure, notamment dans la région du Haut-Karabakh, ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Abdelrahman Hadef, avant d'aller vers vous, je vous propose de marquer une toute petite pause. Nous reviendrons au débat sur le plateau des pros de l'écho.
Nous sommes de retour sur le plateau des pros de l'écho où nous parlons une dernière fois du 7e sommet du GECF qui s'est tenu dernièrement à Alger. Abdrahman Hadeuf, nous avons déjà évoqué plusieurs points avec vous et nos deux invités, Zeki Guverchin et Berdad Mendouche. J'aimerais revenir avec vous sur cet aspect des géopolitiques qui se télescopent, à la fois celle du gaz et celle des énergies renouvelables. Je dis ce télescope car deux agendas s'affrontent en matière de transition énergétique, celui des pays consommateurs de gaz qui se veut très rapide et celui justement des pays exportateurs qui veulent prendre leur temps, le temps de bien appréhender cette transition énergétique de manière qu'elle ne soit pas contraire à leurs intérêts. Effectivement, et c'est là toute l'importance de ce sommet d'Alger qui, à mon sens, si je peux le résumer en un seul mot, c'est le sommet du consensus. Et c'est très important en cette période où le monde est en train de se fragmenter, la mondialisation elle est en train de partir sur plusieurs pièces. Et là, je pense que ce sommet est bien tombé au bon moment pour essayer de ramener l'ensemble des acteurs, parce qu'aujourd'hui nous avons les pays producteurs exportateurs, les pays consommateurs, mais aussi les autres parties prenantes, telles que les investisseurs, les majors dans les grandes compagnies dans le domaine énergétique, les bailleurs de fonds. Tout ce beau monde doit aujourd'hui avoir une même vision pour essayer déjà d'assurer cet équilibre. Effectivement, quand vous parlez de transition énergétique, les priorités ne sont pas les mêmes par rapport aux pays consommateurs et à celles des pays exportateurs. Aujourd'hui, il y a aussi cette déclaration à parler de la précarité énergétique. Aujourd'hui, il faut que les pays consommateurs, plutôt les pays développés qui sont en majorité, comprennent qu'il est important aussi que les autres pays prennent leur part aussi dans ce mix énergétique et dans cette, je dirais, dans ce... ils ont droit aussi au développement, au même titre que les pays développés. Aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, effectivement, on va regarder un peu le mix énergétique. Et on regarde qu'aujourd'hui, les énergies fossiles dominent toujours le mix énergétique. On a du mal à mettre en place une vraie transition énergétique basée sur... C'est là où le gaz devient peut-être intéressant en tant qu'énergie propre. C'est là où je voulais en venir. Et là, c'est cette déclaration qui est en train d'imposer un nouveau rôle pour le gaz dans ce mix énergétique et dans cette transition énergétique. Parce que si on a besoin d'aller vers cette transition, il faut qu'on s'appuie sur le gaz qui peut accompagner cette transition de façon encore plus facile. À mon sens, il est important qu'on ait cette entente, et c'est ce que apporte cette déclaration d'Alger, c'est d'avoir cette entente entre tous les pays. La déclaration d'Alger aussi met le point sur la nécessité de ne pas utiliser cette ressource comme moyen de perturbation, de déstabilisation, parce que effectivement aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe dans la géopolitique mondiale, les conflits sécuritaires, mais il y a certains producteurs aujourd'hui qui sont en train d'utiliser cette ressource et pour un peu déstabiliser... Y compris le marché. Bien évidemment, pour déstabiliser un peu certaines régions. Il y a d'autres producteurs, exportateurs, qui ont profité de cette situation pour... votre invité a donné les chiffres, à $300 le mégawattheure en 2022, c'est énorme comme pic. Mais là, c'est ce que je pense souhaitent les leaders de GECF à travers la déclaration. Les États-Unis qui ont majoritairement profité, bien sûr. Bien évidemment, mais ce n'est pas dans l'intérêt de personne. Aujourd'hui, il faut qu'on ait cet équilibre, parce que le gaz, il a une spécificité par rapport aux autres énergies. Aujourd'hui, le gaz a besoin d'investissements à long terme, a besoin de contrats
d'approvisionnement à moyen et long terme pour pouvoir donner de la visibilité aux pays exportateurs. Et là, il faut qu'on s'accorde avec les consommateurs. Il faut qu'eux aussi, eux, prennent le risque et soient engagés dans cet effort, parce que c'est un gros effort. Et lorsqu'on parle d'investissement dans le domaine gazier, il y a l'exploration, il y a la partie production, mais surtout, il y a la partie transport. Aujourd'hui, on voit que le GNL est en train de prendre de plus en plus de place dans les exportations de gaz. Donc, il y a nécessité de faire un arbitrage. Est-ce qu'on va vers le tout GNL ou on continue à investir dans les gazoducs? Et ça, c'est une certaine partie, surtout ceux qui sont loin, veuillent qu'on aille vers le GNL, mais ceux qui sont dans le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l'Europe, là, ça ne les intéresse pas, cette option. Donc aujourd'hui, il est important qu'on ait cette entente dans le sens de choix d'investissement. Les gazoducs seront les principaux moyens de transport de gaz. Il y a aussi il faut qu'on en parle aujourd'hui. Il y a le continent africain qui a besoin aussi de développement et qui regorge de ressources aujourd'hui, mais il n'a pas eu assez de moyens et surtout de financement. Le continent africain aujourd'hui est sous la pression des dettes. Il n'arrive pas à se développer. Donc, lorsqu'on voit le projet du gazoduc Nigeria-Niger, le TGP, le Nigeria-Niger-Algérie, c'est un énorme, un géant. Un projet ambitieux de 30 milliards de mètres cubes. Là, on voit qu'il y a de la réticence chez les pays consommateurs pour mettre un peu la main dans la poche. Pour financer ces énormes investissements. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'il y ait cette entente. Et c'est ça, si je résume ce sommet, c'est le sommet du consensus. Le sommet du consensus, donc Zeki Güvercin, je reviens vers vous avant d'aller vers Berdad Mendouche parce que vous devez nous quitter pour vaquer à vos occupations. Un rapport de force s'installe, pays consommateurs contre pays exportateurs. Quelle serait la place du GECF dans ce rapport de force, tout simplement? Effectivement, le mot, c'est rapport de force, mais pas seulement. C'est-à-dire que les pays producteurs, puisque notre ami Abdelrahman a parlé à très juste titre de l'Afrique, puisque nous avons notamment le Sénégal qui arrive avec la Mauritanie, et des nouveaux acteurs qui arrivent, notamment de pays qui sont en plein développement, qui sont des pays pas encore émergents. L'importance d'une structure comme ce forum par rapport aux pays consommateurs, et la Turquie en fait partie, ça va être justement de réguler l'offre déjà en premier lieu, puisque les prix dont on a parlé tout à l'heure montrent un marché très, très volatile et dont le prix n'est pas fixé par les producteurs. Et là, il y a un gros problème, puisque pour avoir une visibilité en termes de développement, les producteurs doivent pouvoir gérer leur production, les prix de vente, mais également les réserves, puisque on a vu avec notamment la crise en Ukraine, l'affolement qui a pris les marchés internationaux sur le gaz et sur la sécurité d'approvisionnement. Donc, pour avoir cette sécurité, que les pays producteurs s'organisent est très important, et aussi pour qu'ils puissent contrer par rapport aux pays consommateurs, on a vu ça dans le cas de la Russie, ne pas être dépendant de décisions politiques extérieures comme on a vu avec l'embargo, puisque la Russie par exemple et la Turquie, vous savez que l'essentiel du gaz russe continue à transiter notamment par la mer Noire pour aller vers l'Europe. L'Europe achète toujours du gaz russe en très grande quantité, mais interdit aux pays en développement de recevoir des produits agricoles ou de l'énergie russe. Donc, justement, si le pays producteur maîtrise ce marché, ils pourront contrer ce type de décision unilatérale. La Turquie est un hub, encore une fois, gazier
et la Russie et la Turquie ont mis en place, comme vous le savez, une unité nucléaire à Kuyu en Turquie. 2 autres unités nucléaires sont en cours de fabrication. Donc, la principale idée est il y a le gaz de la Méditerranée orientale qui arrive. Donc, c'est là où cette organisation a vraiment toute son importance en devenir. C'est que quand demain, en Méditerranée orientale, la question du gaz va se poser, si une organisation existe qui peut équilibrer ce débat et arriver à peser pour faire en sorte que les grandes majors ne transforment pas la Méditerranée orientale en terrain de guerre ou de jeu, ça sera vraiment, c'est vraiment, en fait, le forum a un enjeu stratégique et géopolitique très important sur les 10 ou 20 années à venir, qui permettra justement d'éviter des grandes catastrophes. Et la catastrophe en Palestine, c'est également, comme disait un grand financier, suivez l'argent. Il y a toujours, tout ça n'est pas anodin. Au large de Gaza, nous savons qu'il y a d'immenses réserves. Donc, c'est pour ça que ce forum, pour répondre à votre question, c'est vraiment une sécurité stratégique, géopolitique sur les 20 années à venir, qui va permettre justement d'être un contrepoids. Il faut savoir que les pays consommateurs, notamment les pays occidentaux, aujourd'hui mènent la danse également sur le domaine du gaz, malheureusement. Et ça, c'est une situation qui ne peut pas durer. Pour en revenir aux décisions du forum, notamment il y a la question de l'embargo, du développement, mais également du partenariat entre les différents pays et les continents. Et il y a un article spécifique sur l'Afrique dans les décisions qui montre quand même qu'il y a une vision des participants au forum qui est intéressante et juste en fait sur, je pense que l'Union africaine notamment et les différentes organisations régionales pourraient devenir en fait membres associés de cette organisation à venir pour vraiment marquer une puissance, une force, un contrepoids, comme je disais tout à l'heure, et qui nous permettra d'éviter beaucoup de catastrophes. Merci Zeki Güvercin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'ITEF Patronat Turc. Vous étiez en direct avec nous depuis Istanbul. À la prochaine fois. Merci encore. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Berded Mendo, je me tourne à présent vers vous, mais juste avant de vous poser ma question suivante, comme je vous l'ai dit, je vous propose d'écouter la déclaration du secrétaire général du forum du GECF lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement. It also emphasized the need for balanced energy policies, aligning the goal of poverty eradication and socio-economic development. Le besoin d'une politique énergétique équilibrée conformément à l'objectif de la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique est la priorité suprême. En réponse à cela, le gaz naturel, considéré comme une énergie propre, disponible et diversifiée, émerge comme une ressource énergétique susceptible de favoriser la réalisation des objectifs de développement durable, en garantissant une transition énergétique sans marginalisation. La transition de charbon vers le gaz naturel améliore la qualité de l'air et réduit les émissions de gaz à effet de serre et œuvre au maintien de la stabilité comme il est une ressource essentielle pour la fabrication des fertilisants et ainsi garantir la sécurité alimentaire. It is an essential commodity in fertilizer production, thereby ensuring food security. According to the latest edition of the GECF Global Gas Outlook, selon les prévisions du forum, la demande sur le gaz naturel augmente de 43% à l'horizon 2050. La part du mix énergétique devrait atteindre 23% et 26% à l'horizon 2050. En effet, l'âge d'or de gaz naturel est devant nous et non pas derrière nous. Pour répondre à la demande sur le gaz naturel, l'investissement est très important et il est prévu qu'il atteigne 9 trillions à l'horizon 2050. Estimated at around $9 trillion by 2050. Economic challenges,
Les appels pour l'arrêt de l'investissement en gaz naturel sont des appels trompeurs, car entraînant des pénuries d'approvisionnement et des défis économiques et le retour à l'utilisation du charbon. Le dialogue énergétique avec les consommateurs les plus importants a été renforcé directement à travers les forums à l'instar des BRICS et les groupes T20. La coopération avec les organisations intergouvernementales a été élargie. Des efforts ont été menés pour renforcer la qualité de nos résultats. La visibilité du forum a été renforcée de plus en plus grâce à la publication d'un rapport mensuel du marché du gaz et dans le cadre des conférences onusiennes sur le changement climatique. Barded Mendouche, très rapidement, car le temps nous est compté. Le gaz, pour rester dans les caractéristiques intrinsèques du secteur de l'énergie, le gaz qui se superpose au pétrole, qui le dépasse même parce qu'il a cette particularité à pouvoir faire partie de la transition énergétique et être directement impliqué dans le mix énergétique du futur. Oui, absolument. Avant la conférence climat de Sharm el-Sheikh en 2022, le gaz est effectivement classé comme énergie de transition. Mais à cette conférence en 2022, il a été classé comme énergie propre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des technologies de décarbonation du gaz. Donc à terme, il est prévu d'ici à 2030 ou au-delà d'avoir un gaz avec zéro carbone, donc zéro CO2. Donc c'est pour cette raison que, notamment au niveau de l'européenne, il y a certaines directives de mettre qui vont être mises dans les contrats d'importation pour demander un gaz à bas carbone. Donc on ne parle plus à partir de 2022 de la source énergétique gaz comme étant une énergie de transition, mais on parle du gaz comme une énergie de destination compatible avec l'environnement propre. Et si M. Hamel avait dit que le gaz est propre, justement, il s'est basé sur cette dernière classification. Et je peux vous dire qu'au niveau de la Sonatrach, elle le fait déjà avec ses partenaires au niveau des champs de Inaminas, d'Insalah, entre autres, et également au niveau de Hasserman. Seulement, ce sont des technologies d'enfouissement du gaz carbonique, donc par captation. Les technologies sont en train d'évoluer et au passage, l'Institut de recherche du gaz qui a été inauguré dans le cadre de ce forum à Alger, l'une des missions de cet institut de recherche, c'est d'aller vers des technologies de décarbonation plus évoluées, plus rapides, et en faire bénéficier les pays qui viennent sur le marché de nouveaux acteurs comme la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, qui n'utilisent pas encore ces énergies de décarbonation, et ils risquent, en cas où l'Union européenne, par exemple, qui émet des directives et donc un cadre juridique nouveau, d'être confrontés à l'impossibilité d'exporter leur gaz parce qu'il contiendra un taux de carbone, par exemple, plus élevé que celui qui va être mis dans leur norme. Je dirais aussi que... pour conclure, allez-y, M. Mendouche. Donc, il faut conclure. Le gaz devient, qu'il soit sous forme de gaz par gazoduc ou sous forme de GNL par méthanier, restera une énergie propre, une énergie du futur, à côté des énergies renouvelables et à côté de l'hydrogène qui est le gaz futur. Merci M. Mendouche. Abdelrahman Hadef, en 2 mots, la conclusion. Je pense que ce sommet-là a marqué une étape importante dans l'évolution des rapports de force. Et le forum va évoluer, à mon sens, vers un rôle beaucoup plus important, un rôle géopolitique tel que l'OPEP. Et c'est ce qu'on souhaite à partir d'Alger, Inch'Allah. La conclusion, M. Mendouche, également, 2 mots, si possible. Nous avons perdu Barded Mendouche, malheureusement. Ce sera donc le mot de la fin. Le vôtre, Abdelrahman Hadef. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. Merci à nos invités. Je rappelle Abdelrahman Hadef, expert international en économie. Zeki Güvercin, président de l'ITEF en direct d'Istanbul. Barded Mendouche, expert international en énergie, en direct également de Londres. Mesdames et messieurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Pros de l'écho. Excellente soirée sur Al24 News. Ce programme vous a été présenté par Sonatrach.